As-tu déjà ouvert le réfrigérateur tard dans la nuit, non pas parce que tu avais faim, mais parce que tu te sentais seul, stressé ou submergé? Tu restes là, immobile, à contempler les étagères, en te promettant que tu prendras seulement une bouchée. Un biscuit, un petit carré de chocolat, mais avant même de t'en rendre compte, le paquet est vide. Les miettes ont disparu. Et ce qui reste, ce n'est pas la satisfaction, mais la culpabilité. Cette lourdeur dans ton estomac n'est pas seulement de la nourriture, c'est du regret. Si cette scène te semble familière, je veux que tu retiennes deux choses importantes. Premièrement, tu n'es pas seul. Deuxièmement, il existe une sortie. L'alimentation émotionnelle est l'un des problèmes les plus répandus dans notre société moderne. Nous vivons entourés de nourriture, de publicités qui nous répètent que nous méritons une douceur quand nous sommes tristes, que nous avons besoin d'un snack quand nous sommes ennuyés, et qu'il faut se récompenser avec un dessert quand le stress frappe. Bien sûr, la nourriture est vitale à notre survie, mais au fil du temps, elle est devenue une béquille émotionnelle, un refuge rapide contre la douleur, une récompense face au stress et parfois même un substitut de tendresse. Voilà pourquoi ce soir, demain et après-demain, des millions de personnes n'atteindront pas une pomme ou un verre d'eau, mais un paquet de chips, une glace, un paquet de biscuits. Non pas parce que leur corps réclame de l'énergie, mais parce que leur cœur réclame du réconfort. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. L'alimentation émotionnelle n'a rien à voir avec la faim. Ce n'est pas une question d'estomac, c'est une question de cerveau. C'est l'histoire de la manière dont ton esprit a appris à associer les émotions à la nourriture. Voilà pourquoi les régimes échouent. Voilà pourquoi la volonté seule semble impuissante. Parce que la vraie bataille n'a pas lieu dans ta cuisine, mais dans tes pensées. Imagine maintenant que, plutôt que de combattre tes envies avec honte, tu puisses reprogrammer ton cerveau pour briser le cycle. Imagine que, la prochaine fois que le stress se manifeste, au lieu de plonger dans un sachet de chips, tu disposes d'un outil mental capable d'interrompre l'envie sur le champ. Pas une thérapie compliquée, pas un programme de 12 semaines, juste des exercices mentaux simples, accessibles à tous. C'est exactement ce que je vais partager avec toi. 3 exercices puissants pour contrôler l'alimentation émotionnelle. Ces exercices ne sont pas des tours de magie. Ils s'appuient sur la psychologie, les neurosciences et ont été testés dans la vie réelle. Ils ont aidé des milliers de personnes à transformer leur rapport à la nourriture et aujourd'hui, ils peuvent aussi transformer le tien. Mais avant d'entrer dans les techniques, comprenons pourquoi l'alimentation émotionnelle paraît si irrésistible. Quand le stress frappe, ton corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol envoie un message clair à ton cerveau. Trouve du réconfort, trouve de l'énergie rapidement. Et à quoi ton cerveau associe-t-il le confort et l'énergie? Au sucre, au gras, au sel, exactement les ingrédients présents dans les aliments transformés. Lorsque tu les manges, ton cerveau reçoit une décharge de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir. Tu te sens mieux, pour un court instant, puis vient la chute. Et après la chute, la culpabilité. La culpabilité nourrit le stress. Le stress nourrit de nouvelles envies, et le cycle continue. Ce cycle peut donner l'impression d'être une prison sans issue. Mais voici un contraste frappant. Imagine 2 personnes. La première, appelons-la Claire, rentre d'une journée difficile. Elle file vers son placard, engloutit la moitié d'un paquet de biscuits, ressent un soulagement de 10 minutes, puis de longues heures de honte. La deuxième, appelons-la Sophie, rentre elle aussi épuisée. L'envie surgit, mais au lieu de céder, elle applique un simple exercice mental. En moins de 2 minutes, elle parvient à apaiser l'envie, à détendre son esprit et à se détourner du paquet de biscuits. Claire se couche frustrée, Sophie s'endort fière. Même stress, 2 issues totalement opposées. La différence n'est pas la volonté. La différence, c'est l'entraînement mental. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Pas de discours culpabilisants, pas de conseils irréalistes. Juste 3 outils pratiques, faciles à intégrer dans ta vie pour reprendre le contrôle. Le premier exercice s'appelle « Pause et étiquetage ». Son principe est d'une simplicité désarmante, mais son pouvoir est immense. Au moment où une envie surgit, pas une faim, mais une envie, tu t'arrêtes. Tu respires. Et plutôt que de foncer vers la nourriture, tu mets un mot sur ton émotion. Tu dis à voix haute ou dans ta tête « Ce n'est pas de la faim, c'est du stress » ou « Ce n'est pas de la faim, c'est de la solitude ».
En nommant ton émotion, tu crées une distance. Tu cesses de confondre le signal émotionnel avec un besoin physiologique, et tu donnes à ton cerveau une chance de comprendre « Attends, ce n'est pas de la nourriture que je cherche, c'est du réconfort ». Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les recherches en neurosciences montrent que lorsque nous étiquetons nos émotions, l'activité de l'amygdale, ce centre émotionnel du cerveau, diminue. C'est comme allumer une lampe torche dans une pièce obscure. Ce qui paraissait écrasant devient gérable. Prenons un exemple concret. Maria, 42 ans, enseignante, avait pour habitude de rentrer de l'école épuisée et de se jeter sur les biscuits. Elle se disait qu'elle l'avait bien mérité. Mais le soulagement disparaissait vite, remplacé par la honte. Le jour où elle a testé la technique pause et étiquetage, l'envie est arrivée, comme toujours. Mais au lieu d'ouvrir le placard, elle a fermé les yeux, respiré et murmuré « Ce n'est pas de la faim, c'est de la fatigue ». Pour la première fois, elle a vu la vérité. Elle n'avait pas besoin de sucre. Elle avait besoin de repos. Alors elle s'est préparé une tisane, s'est assise et a laissé son corps souffler. Était-ce facile? Non. Mais ce petit pas a transformé sa soirée. Avant, ses soirées finissaient dans la culpabilité. Après, elles se terminaient dans la paix. Voilà le pouvoir de l'étiquetage. Maintenant, passons au deuxième exercice. Celui-ci est tout aussi simple, mais incroyablement efficace. Je l'appelle le fil du futur. Le principe? Quand une envie surgit, tu projettes ton esprit quelques minutes en avant. Tu te demandes, si je cède maintenant, comment vais-je me sentir dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 24 heures? Ce petit jeu mental change tout. Parce qu'au moment de l'envie, ton cerveau n'est focalisé que sur le plaisir immédiat. Mais en t'obligeant à visualiser ton futur proche, tu ramènes la culpabilité anticipée dans le présent. Et soudain, l'envie perd de sa puissance. Prenons un exemple. Marc, 35 ans, travaillait souvent tard le soir. Chaque nuit, il grignotait devant son ordinateur. Mais après coup, il regrettait. Quand il a découvert le fil du futur, la prochaine fois que l'envie est apparue, il a fermé les yeux et s'est demandé « Comment je vais me sentir après ces chips ?» Immédiatement, il a vu la scène. L'emballage vide, le ventre lourd, le regard fatigué dans le miroir. Et cette vision l'a suffoqué plus que son envie. Résultat, il a opté pour un verre d'eau. Voilà la beauté de cet exercice. Il crée une collision entre ton plaisir immédiat et ton futur toi. Et quand tu ressens cette tension, ton choix change. Enfin, le troisième exercice est ce que j'appelle le substitut conscient. Ici, il ne s'agit pas seulement de dire non. Il s'agit de dire oui, mais à autre chose. Quand l'envie arrive, au lieu de céder à la nourriture, tu choisis une action de substitution qui t'apporte un soulagement réel, sans la culpabilité. Cela peut être marcher 5 minutes, écouter une chanson qui t'élève, écrire une phrase dans ton journal, respirer profondément ou appeler un ami. L'idée n'est pas de nier ton besoin de réconfort. L'idée est de trouver un réconfort durable. Parce que ce que tu cherches, au fond, ce n'est pas du sucre, c'est un apaisement. Et ce soulagement peut venir d'un geste simple, à condition de le préparer. Imagine Lucie, 50 ans, qui avait l'habitude de manger du chocolat chaque fois qu'elle se sentait seule. Après avoir appris le substitut conscient, elle a préparé une liste de 3 actions. Respirer profondément pendant 2 minutes, envoyer un message à sa meilleure amie ou écouter sa chanson préférée. La prochaine fois que l'envie est arrivée, elle a choisi d'écouter sa chanson. En 3 minutes, l'envie avait disparu. Non pas parce qu'elle avait combattu son émotion, mais parce qu'elle l'avait honorée autrement. Voilà les 3 exercices. Simples, courts, accessibles à tous. Mais ensemble, ils forment un bouclier. Ils transforment le cycle destructeur de l'alimentation émotionnelle en un cycle de conscience, de choix et de liberté. Alors maintenant, je veux que tu imagines ton avenir avec et sans ces outils. Avec, tu retrouves le contrôle. Tu transformes tes soirées. Tu allèges ton esprit. Tu redécouvres la fierté de dire non à une habitude qui t'écrasait. Sans, tu continues dans le même cycle. Stress, envie, culpabilité. Le choix est là, devant toi. Et c'est ici que je veux terminer avec un appel puissant. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Mets-le en action. Choisis dès aujourd'hui un de ces 3 exercices et teste-le lors de ta prochaine envie. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ces mots.
Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains outils qui peuvent transformer ta vie. Et surtout, rappelle-toi ceci, la nourriture ne définit pas ton pouvoir. Tes choix, eux, le définissent.